Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente, je suis Laura Ledez, juriste en droit social chez Agrumes. Alors, le sujet du jour, les clés pour faire face aux arrêts de travail de vos salariés, vous sera présenté par Cécile Buzy, responsable du pôle juridique chez Agrumes, et par Julie Rangas-Samy, directrice générale du pôle risque ATMP chez AMS. Avant de commencer, je vais vous proposer une présentation très rapide d'Agrumes et de notre partenaire AMS. Donc Agrumes, c'est un logiciel de préparation et de suivi des procédures RH développé par des avocats spécialisés en droit social. Un logiciel qui intervient sur 3 volets. Donc la gestion du contrat de travail, de sa conclusion jusqu'à sa rupture, les élections professionnelles et la gestion du CSE. Et nous proposons donc en parallèle une offre d'accompagnement juridique dispensée par le cabinet Zest Avocat. Donc l'objectif de ce webinaire étant d'étudier le sujet des arrêts de travail à la fois sous l'angle droit du travail et droit de la sécurité sociale. C'est pour cela que ce webinaire est également animé par la société AMS, donc un cabinet de conseil juridique et opérationnel spécialisé en performance extra-financière. Donc ce cabinet propose également des outils et un accompagnement par des experts sur les questions liées aux événements accidentogènes. Donc nous avons choisi ce thème car c'est un sujet d'actualité. Le constat est celui d'un absentéisme en hausse. Donc, le dernier baromètre absentéisme pour l'année 2023 réalisé par l'IFOP pour Malakoff Humanis révèle un niveau record de l'absentéisme maladie, avec 50% de salariés arrêtés au moins une fois sur cette année. Et c'est un sujet qui fait débat, on peut le dire, puisque très récemment, la Cour des comptes a soulevé le problème des coûts engendrés par les arrêts de travail, avec notamment la proposition très controversée de mettre fin à l'indemnisation par la sécurité sociale des arrêts de travail de moins de 8 jours. Vous en avez peut-être entendu parler. On va commencer. Donc, aujourd'hui, en fait, on va évoquer les principaux points de vigilance quand vous recevez un arrêt de travail. Donc, on ne pourra pas être exhaustif, mais notre souhait, c'est de vous apporter des solutions pratiques pour chaque point et vous faire un rappel des nouveautés en matière de jurisprudence et de réglementation. Donc, Julie va d'abord vous présenter le formulaire CERFA des arrêts de travail et mettre en exergue les points de vigilance. Alors, bonjour. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous présenter ce CERFA? C'est que depuis mai 2022, les avis d'arrêt de travail ont fusionné. Il n'y a plus de différence, que ce soit pour un arrêt maladie, un arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail. Vous allez recevoir en tant qu'employeur le même formulaire et le motif de l'arrêt de travail n'apparaîtra que sous forme de case à cocher. Il est donc très important d'être vigilant quant au motif de l'arrêt de travail qui va être mentionné sur ce CERFA. Depuis le 27 février 2024, on a aussi une nouvelle mention qui apparaît, qui est le fait que l'avis d'arrêt de travail ait été fait en télédéclaration. Pourquoi? Puisque une télédéclaration, un arrêt de travail en téléconsultation ne pourra excéder 3 jours. Donc, c'est désormais mentionné sur les avis d'arrêt de travail. Dans les autres points de vigilance, vous pouvez contrôler l'adresse du salarié qui va être mentionnée. On le rappelle, un salarié doit vous indiquer son lieu de résidence durant son arrêt, puisque il est nécessaire que la sécurité sociale ou vous-même, en tant qu'employeur, vous puissiez le contrôler pendant cette période. De la même façon, vous allez pouvoir voir le régime sous lequel il est en termes de sortie. Est-il en sortie libre? Et dans ce cas-là, ce doit être expressément mentionné. Ou est-ce qu'il est soumis aux restrictions en termes de présence à domicile, à savoir être présent à domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, que ce soit en semaine, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Cependant, vous avez des avis d'arrêt de travail qui sont parfois peu lisibles. Et là, Cécile, est-ce que lorsque l'avis d'arrêt de travail est peu lisible, qu'on n'a pas la mention de l'origine professionnelle, on doit faire preuve d'une certaine vigilance?
Alors, en effet, Julie, il y a une importance vigilance en fait, parce que notre arrêt de travail pourrait ne pas mentionner l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, mais le salarié, au moment de la communication de son arrêt de travail, pourrait l'accompagner d'un email dans lequel il indiquerait je vois 6 juin, vous trouverez mon arrêt de travail, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il est lié à un accident du travail dont vous n'auriez pas connaissance, ou je compte bien faire reconnaître le caractère professionnel de ma maladie. Et dans ces cas-là, même si le CERFA ne mentionne pas l'origine professionnelle, il faut considérer que le salarié bénéficie de la réglementation protectrice de la réglementation du travail pour les arrêts d'origine professionnelle. Donc protectrice, on le verra en matière d'indemnisation, et aussi protectrice contre le licenciement. La Cour de cassation va même très loin parce que un premier arrêt de travail pourrait être porter la mention de l'origine d'un accident du travail, mais les suivants portaient que la mention d'une maladie non professionnelle. Alors, la jurisprudence a considéré que dans ces cas-là, l'employeur aurait dû penser qu'il y avait un lien avec l'accident du travail faisant l'objet du premier arrêt de travail, et qu'il aurait dû faire bénéficier de la protection de la législation des accidents du travail et de la maladie professionnelle aux salariés. Donc, il faut vraiment être attentif non seulement au formulaire CERFA, comme tu nous l'as dit, et aussi aux informations données par le client. Donc, maintenant que tu nous as présenté le CERFA, est-ce que tu pourrais nous donner un peu des indications sur les conséquences de l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'arrêt sur les différentes éventuellement formalités à accomplir? Pour aller dans la continuité de la jurisprudence que tu viens de mentionner, il est fondamental de prendre en considération la mention sur un premier avis d'arrêt de travail de la notion d'accident du travail. Pourquoi? Parce qu'on va estimer qu'en tant qu'employeur, à partir du moment où il y avait cette mention de portée sur l'avis d'arrêt de travail, vous avez connaissance de l'accident du travail. À partir de là, vous avez 48 heures pour effectuer la déclaration d'accident du travail. Alors, évidemment, vous pouvez n'avoir aucune autre information et avoir des doutes sur le caractère professionnel, ne pas savoir de quoi il s'agit. Vous avez pourtant un délai de 48 heures qui commence à courir et qui comprend le samedi, et vous devez d'effectuer la déclaration. Donc, c'est important de prendre connaissance des avis d'arrêt de travail dès que vous les recevez. Évidemment, vous pouvez avoir des doutes. Vous n'avez pas de témoin, vous n'avez pas été informé du fait qu'il s'agissait d'un accident, et dans ce cas-là, vous pouvez émettre des réserves par courrier que vous enverrez sous 10 jours francs à la sécurité sociale, puisque ça vous laisse le temps de recueillir un certain nombre d'informations, voir si l'accident était avéré, vous n'avez pas eu l'information tout de suite, ou s'il y a un doute sur l'origine professionnelle. Et dans ce cas-là, vous avez 10 jours pour argumenter vos réserves au sein du courrier. Mais en tout cas, vous ne pouvez surtout pas prendre la décision de déclarer ou non. Vous ne pouvez pas être jugé partie. Et si on vous fait mention d'un accident du travail, vous devez le déclarer. Donc voilà en termes de formalité. Et puis, un accident du travail va permettre à un salarié de ne pas avoir l'avance de frais à faire, puisque dès que vous déclarez l'accident, il va avoir une feuille d'accident du travail qui va lui permettre la prise en charge de 100% des frais médicaux sans effectuer aucune avance. Donc Julie, tu nous as rappelé les formalités à accomplir en fonction si on a un accident du travail ou non. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous donnes les impacts en matière d'indemnisation par la sécurité sociale. Donc, on va avoir une différence en termes d'indemnisation, que ce soit pour la sécurité sociale ou même en termes de maintien de salaire. On va avoir une différence au niveau du délai de carence. À savoir que lorsqu'on est dans un accident, dans un cas de figure d'accident du travail, de maladie professionnelle, que ce soit pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, donc les IJSS, il n'y a pas de délai de carence. Tout comme il n'y a pas de délai de carence pour le maintien de salaire, alors que lorsque l'on va être dans le cas de figure d'une maladie qui n'a pas d'origine professionnelle,
on va avoir 3 jours de délai de carence pour le versement des IJSS. Les montants vont être différents aussi, puisque lorsque l'on est dans un régime maladie classique, les IJSS ne vont être que de 50% du salaire, alors que quand on est dans le cas de figure d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, du 1er au 28e jour, on va être à 60% du salaire et on va monter à 80% du salaire à partir du 29e jour. Voilà pour la partie IJSS. Donc, le salarié bénéficie d'une meilleure protection de la sécurité sociale s'il a une maladie d'origine professionnelle ou un accident d'origine professionnelle. Et qu'en est-il du maintien de salaire par l'employeur qui vient compléter ces IJSS? Alors, le maintien de salaire, on va avoir les mêmes montants, mais toutefois, on ne va pas avoir de délai de carence, comme je disais, dans le cadre d'un arrêt de travail d'origine professionnelle, donc maladie professionnelle, accident du travail, alors que l'on aura un délai de carence de 7 jours pour le versement du maintien de salaire en cas de maladie. Les conditions vont cependant être les mêmes, à savoir pour un maintien de salaire, et là on parle code du travail, mais on en profite pour vous dire, regardez toujours votre convention collective, puisqu'elle peut prévoir des dispositions différentes, mais si on se fie au code du travail, lorsqu'un salarié a 1 an d'ancienneté, qui vous a transmis sous 48 heures son arrêt de travail, et ça c'est important, donc poser ces conditions-là, puisque c'est une condition au versement du maintien de salaire, qu'évidemment il faut qu'il y ait un versement des IJSS par la sécurité sociale et qu'il reçoive ses soins sur le territoire français ou dans les autres États membres de la communauté européenne. Dans ce cas de figure, il y a maintien de salaire, délai de carence ou pas, le montant va être le même, il va dépendre de l'ancienneté. On va être sur de 90% dans les 30 à 90 jours, tout va dépendre de l'ancienneté. Et ensuite, le maintien de salaire va baisser une fois passé cette période. Mais nous, ce que l'on vous conseille, c'est toujours vérifier votre convention collective et ensuite, s'il n'y a pas de disposition particulière, vous vous fiez au Code du travail. La période d'indemnisation prise en compte est de 12 mois. Voilà pour les règles, sachant qu'on a eu des petites nouveautés en 2024, puisqu'on a parlé de délai de carence pour les arrêts de travail qui ne sont pas d'origine professionnelle. Il n'y a plus de délai de carence en cas de fausse couche, c'est la nouveauté pour cette année depuis janvier, et on attend les décrets d'application pour certains cas d'IVG, mais les conditions ne sont pas encore posées. Voilà pour les différences en termes d'indemnisation, mais on a aussi des incidences évidemment au niveau de la reconnaissance maladie ou non en termes de gestion du contrat de travail. Est-ce que pendant cette période-là, on va pouvoir procéder à licenciement, non-licenciement? On va être dans des cas très différents. Et donc, je laisse Cécile nous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est en termes de gestion de cette période. Donc, en fait, il est en effet important d'identifier l'origine de l'arrêt de travail, professionnel ou non professionnel, hein, comme on l'a vu, parce que le salarié qui bénéficie d'un arrêt de travail, qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficie d'une protection en fait contre le licenciement. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez licencier le salarié que pour faute grave ou faute lourde, pour impossibilité de maintenir son contrat de travail qui n'a pas de lien, bien entendu, avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Attention, un motif économique ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié. Et il peut être licencié pour inaptitude physique. Il n'est pas possible de licencier un salarié qui est en maladie professionnelle ou en accident du travail pour une absence prolongée ou une absence répétée, alors que c'est possible pour les cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Ceci étant rappelé, Julie, j'ai quand même une question. Si mon salarié a un arrêt de travail non professionnel, mais par exemple c'est une tendinite du poignet, et qui nous informe, qui veut faire reconnaître la maladie professionnelle, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les impacts?
Alors, la maladie professionnelle, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler puisqu'on a une vraie recrudescence des TMS qui reste aujourd'hui la troisième raison pour laquelle les salariés sont en arrêt de travail. La maladie professionnelle, donc à la différence de l'accident du travail, c'est le salarié cette fois-ci qui fait la démarche avec son médecin traitant de déclarer une maladie professionnelle avec un certificat médical qui va faire le lien entre la pathologie, donc sa tendinite du poignet, et éventuellement son travail. À partir de là, la caisse d'assurance maladie va mettre du temps à instruire. C'est beaucoup plus long qu'en matière d'accident du travail, puisqu'on est sur des délais de l'ordre de 4 mois jusqu'à 8 mois lorsqu'on va avoir besoin d'avis de la part d'un comité d'experts médicaux, pour résumer, donc le C2RMP. Pendant cette phase d'instruction, le salarié, on ne sait pas s'il va être en maladie ou en maladie professionnelle ou en maladie non professionnelle. Et on a deux régimes différents, à savoir que la sécurité sociale va considérer qu'il est en maladie classique. Elle va l'indemniser au titre de la maladie classique, donc selon les règles qu'on a vues juste avant, alors que lui, l'employeur, pendant cette phase d'instruction, attention, doit considérer, dès qu'il a l'information de la déclaration de maladie professionnelle, doit considérer son salarié comme étant en maladie professionnelle et respecter donc le cadre d'indemnisation du régime professionnel. Une fois que l'instruction est terminée, on va avoir une décision. En cas d'avis de prise en charge, l'employeur continue à effectuer ces démarches comme il l'a fait depuis l'origine, alors que la sécurité sociale, elle, va devoir régulariser la situation auprès du salarié. C'est d'ailleurs souvent pour cela que l'on a des employeurs qui sont très sollicités par les salariés qui attendent de savoir où en est l'instruction, mais il faut attendre la prise de décision de la sécurité sociale. Là où l'employeur, lui, va être concerné, c'est en cas de refus de prise en charge. Parce que si on a un refus de prise en charge, lui, il va devoir régulariser a posteriori, que ce soit au niveau du maintien de salaire, que ce soit au niveau de la prévoyance, au niveau de l'ensemble de ses déclarations sociales, il va devoir repasser le salarié en régime non professionnel. Donc voilà, on a toute une gestion qui est différente au niveau de la maladie professionnelle. Et donc, en fait, si je comprends bien, en fait, la demande de reconnaissance en maladie professionnelle a non seulement donc, des impacts en droit du travail, puisqu'en fait, le salarié peut bénéficier du régime de protection des maladies professionnelles, mais des impacts en matière de sécurité sociale et de maintien de salaire. Il peut avoir une régularisation ultérieure en cas de reconnaissance du caractère professionnel. Donc, cette régularisation, elle intervient sur les bulletins de paie futurs. Tout à fait. Okay. Voilà pour cette partie indemnisation de l'arrêt. Nous, ce que l'on vous propose, c'est de faire un point sur les effets au niveau du contrat de travail. On a différentes périodes au niveau du contrat de travail. Et Cécile, peux-tu nous dire s'il y a une incidence au niveau, par exemple, de la période d'essai? Oui. Alors, on est souvent consulté, en fait, sur ces questions. Mais quelle est l'incidence, en fait, de l'arrêt pendant la période d'essai et puis pendant les autres périodes? Donc, pendant la période d'essai, en fait, quel est l'objectif de la période d'essai? C'est de savoir si le salarié a des aptitudes professionnelles pour occuper le poste. Or, s'il est en maladie, il n'est pas possible d'évaluer ses aptitudes professionnelles. Donc, vous l'avez bien compris, la période d'essai est prolongée d'une durée équivalente à l'arrêt de travail. D'accord, donc on est sur la période d'essai. Et en termes d'ancienneté, est-ce que si je suis en arrêt de travail, ça va jouer sur le calcul de mon ancienneté au sein de l'entreprise? Alors là, Julie, il faut en fait vérifier d'abord si l'arrêt de travail est un arrêt de travail d'origine professionnelle ou non professionnelle, parce que la règle de principe, c'est quand l'arrêt de travail est d'origine non professionnelle,
la période de l'arrêt non professionnel n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, notamment par exemple pour le calcul de l'indemnité de licenciement, donc ce qui a un impact quand même important au moment de la rupture, et alors que les périodes d'arrêt de travail professionnel sont prises en compte dans ce calcul de l'ancienneté. Mais attention, il y a un troisième point à vérifier, c'est que les conventions collectives souvent sont plus favorables que la loi et peuvent prévoir que les périodes couvertes par un arrêt de travail d'origine non professionnelle sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour les avantages, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, etc. Donc, il faut bien vérifier l'origine de l'arrêt, les dispositions de la convention collective. Donc, comme pour l'indemnisation, on va dire pour la gestion des périodes de contrat de travail, toujours avoir le réflexe convention collective. Voilà. D'ailleurs, les utilisateurs de notre logiciel qui ont l'habitude savent que dans nos simulations, justement, cette précision est donnée. Et donc, le calcul de l'ancienneté se fait en fonction des dispositions de la convention collective applicable et des périodes d'arrêt professionnel et non professionnel. Alors, on parle des faits d'arrêt de travail sur la période d'essai, l'ancienneté, et puis un sujet sur le feu, un grand sujet qui a fait débat. Quid de l'arrêt de travail et l'acquisition des congés payés? Bon, t'imagines bien, Julie, qu'on va pas revenir sur ce thème de manière globale. On a déjà fait un webinaire sur ce point-là. Vous pourrez le retrouver en replay. C'est Colomban de la Monnerie qui l'avait animé, mais je vais redonner les règles principales. En fait, là encore, il est important de déterminer si l'arrêt a une origine professionnelle ou non professionnelle. En cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle, le salarié va acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Donc, ce qui est important, puisque avant, le salarié n'acquérait pas de jours de congés payés pendant ces périodes-là, sauf disposition de la convention collective plus favorable. D'ailleurs, il convient encore de vérifier les dispositions de la convention collective qui peuvent être encore plus favorables que la loi et prévoir que ça n'a pas d'impact sur les congés payés. Et en cas de maladie professionnelle, le salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés payés sans limite de durée, alors qu'avant, c'était limité à une durée d'1 an d'arrêt maladie. Et c'est comme c'est le même droit au congé, en fait, qu'un salarié qui ne serait pas en arrêt. Donc, on va pas aller plus loin sur l'exposé des droits à congés payés pendant la période de maladie, ça serait trop long. C'est sûr. Autre cas de figure, mon salarié est en arrêt de travail alors qu'il était en CDD. Quel impact? Alors là, le CDD prend fin à l'échéance de son terme, que l'arrêt de travail soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. Là, il n'y a pas d'impact. Par contre, il y a un cas particulier, c'est si le CDD prévoit une clause de renouvellement. Dans ces cas-là, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail, vous ne pouvez pas invoquer cet arrêt de travail pour refuser le renouvellement du CDD. Donc ça, c'est la Cour de cassation qui a imposé ce garde-fou. Donc là encore, l'origine de l'arrêt a son importance. Avec toujours une protection complémentaire finalement lorsque l'on a un arrêt qui est lié au travail. Exactement. En termes d'épargne salariale également, est-ce qu'on va avoir un impact par rapport à l'arrêt de travail? Exactement. Alors, l'épargne salariale, on peut prévoir des conditions de présence pendant la période de référence qui vont avoir un impact sur, par exemple, la prime d'intéressement ou la prime de participation qui va être versée. Et là encore, les arrêts de travail d'origine non professionnelle peuvent être pris en compte pour pour être déduits de la durée de présence pendant la période de référence et avoir un impact sur le montant de la prime d'intéressement ou de participation, ce qui n'est pas le cas pour les arrêts de travail d'origine professionnelle. J'ai eu d'autres demandes aussi. Je pense que vous avez dû en avoir chez Agrum. J'ai un salarié
avec qui j'ai rencontré des difficultés. J'ai entamé une procédure disciplinaire. Il décide, durant la procédure disciplinaire, de se mettre en arrêt de travail. Est-ce que je peux poursuivre ou est-ce que c'est bloquant? Alors, je dirais même qu'il faut poursuivre. Il y a deux choses à vérifier. Donc déjà, il faut faire attention parce que l'arrêt de travail ne suspend pas le délai de prescription de 2 mois et ne suspend pas non plus le délai d'1 mois laissé entre l'entretien préalable et la notification de la sanction. Donc, il faut faire très attention. Mais quand même, il y a une vérification à faire, c'est vérifier l'origine de l'arrêt de travail du salarié, puisqu'on a vu en amont que lorsque l'arrêt a une origine professionnelle, dans ces cas-là, il bénéficie d'une protection. Et la protection fait qu'il ne peut être licencié que pour faute grave ou faute lourde. Donc là, on aura encore un impact sur l'origine de l'arrêt sur la procédure disciplinaire. Il y a aussi un point que tu as évoqué tout à l'heure. Dans le formulaire CERFA, on doit avoir une autorisation de sortie pendant l'arrêt de travail ou non. Et il faut bien vérifier ces autorisations de sortie parce qu'il faut convoquer à un entretien préalable le salarié pendant ses horaires de sortie autorisés. Donc là encore, il faut bien faire attention au formulaire CERFA et aux mentions de ce formulaire. Qui sont imposées. Et aussi l'adresse. Évidemment. La convocation de l'adresse. Tu nous as évoqué donc la protection contre le licenciement tout à l'heure. Donc là, on était sur les effets du contrat de travail. Au-delà du contrat de travail, on a aussi la gestion des ressources humaines. Une grande difficulté, des questions qui se posent souvent, je sais que vous les avez, on les a aussi. Est-ce que je suis DRH, je suis inquiet, je suis chef d'entreprise, je veux contacter mon salarié qui est en arrêt de travail, je dois, quelles en sont les limites, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a une légende urbaine qui dit qu'on ne peut pas du tout contacter le salarié. Alors non, on peut le contacter. Alors attention, donc les garde-fous, bien entendu, on peut contacter le salarié, mais pas de pression, pas de fait qui pourrait être interprété comme du harcèlement. Bon, ça paraît logique, mais ça vaut le coup de le répéter. Ensuite, on peut et on doit consulter le salarié si on a besoin d'informations qu'il est seul détenteur pour pouvoir poursuivre l'activité de l'entreprise. C'est le cas, par exemple, si un salarié est le seul à avoir des codes de connexion à un serveur quelconque, à un logiciel. C'est le cas si il est le seul à avoir des informations sur le déroulé d'un contrat commercial. Donc, plein de choses comme ça qui permettent de le contacter parce que le salarié, pendant son arrêt de travail, est toujours soumis à une obligation de loyauté et il a l'obligation de transmettre ces informations à l'employeur. Donc, l'employeur, oui, peut contacter un salarié pendant son arrêt de travail. Donc, on est d'accord. Donc, si je résume, par bienveillance, tout en restant dans la bienveillance ou dans une idée de pouvoir continuer l'activité de l'entreprise. Exactement. Tout en restant dans une juste mesure. Dans les faits aussi, dans le quotidien, on peut avoir besoin, aujourd'hui on sait que c'est compliqué d'avoir un véhicule, de pouvoir avoir de nouveaux véhicules dans son parc. Quelles sont les limites? Qu'est-ce que je peux demander au salarié de me restituer lorsqu'il est en arrêt? Par exemple, est-ce que je peux récupérer son véhicule de société, de fonction? Alors, oui et non. Donc là encore, il y a certaines précautions à prendre avant de prendre une décision au titre du véhicule de fonction. En fait, si le salarié ne peut utiliser le véhicule que pour l'exercice de ses fonctions, dans ces cas-là, il doit le rendre, en effet, pendant la durée de l'arrêt. Il n'a pas de raison de le conserver. La question se pose pour les salariés qui bénéficient du véhicule aussi bien pour exercer les fonctions professionnelles que à titre personnel.
Dans ces cas-là, on considère que le véhicule constitue un avantage en nature et donc une rémunération complémentaire. Donc, il paraît un peu difficile de le supprimer comme ça. En fait, il est possible éventuellement de le récupérer, ce véhicule, à condition qu'il y ait une clause prévue dans le contrat de travail dès l'origine qui prévoit le sort du véhicule de fonction pendant les arrêts maladie. Ce n'est que si cette clause est prévue dans le contrat de travail et est bien prévue, bien rédigée, qu'il est possible de récupérer ce véhicule pendant la durée de l'arrêt. Ça peut notamment avoir son importance pour les arrêts longue maladie, puisqu'on a vu que là, un arrêt peut durer 3 ans. Tout à fait. J'imagine que dans la même idée, un salarié va être protégé s'il a un logement de fonction. Ah oui, alors là, le logement de fonction, on touche en plus à un aspect bien particulier. Le logement de fonction, dans ces cas-là, c'est accessoire au contrat de travail. Même si le contrat est suspendu pendant l'arrêt de travail, on ne va pas récupérer le logement de fonction. On se doute bien que le salarié a besoin de ce logement. Plutôt rassurant pour le salarié. Oui. Par contre, si on reprend ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir continuer et préserver l'activité de l'entreprise, il doit être potentiellement plus simple de pouvoir récupérer un ordinateur, un téléphone pour pouvoir justement répondre aux appels et continuer et que le salarié puisse être tranquille. Alors là aussi, en théorie, si l'usage du téléphone et de l'ordinateur est réservé exclusivement à l'utilisation professionnelle, on peut récupérer. S'il y a un usage mixte, dans ces cas-là, on aurait tendance à le laisser. Dans la pratique, souvent, l'ordinateur et le téléphone sont laissés aux salariés. D'accord. Mais il n'y a pas d'interdiction de principe. Après, c'est toujours pareil. Il faut en mesurer l'intérêt. Si c'est une ligne professionnelle et qu'on a une personne en arrêt longue durée, ça pourrait être intéressant de prendre le téléphone pour pouvoir suivre et qu'elle ne se sente pas démunie. Alors que si ça lui sert également à titre personnel, Oui. Ça sera plus délicat en termes même de gestion du climat social. Exactement. Donc là, nous avons vu les impacts que peuvent avoir les arrêts de travail en matière de sécurité sociale, en matière de maintien de rémunération, de gestion des ressources humaines, en matière de contrat de travail. Mais moi, je me pose quand même une question quand il y a des prolongations d'arrêt de travail, des absences répétées. Est-ce que on a des moyens à notre disposition? Enfin, est-ce que les employeurs ont des moyens à leur disposition pour que la reprise se passe dans de bonnes conditions ou pour faire cesser en fait le trouble? Alors, je vous confirme que on a différents moyens à disposition des employeurs, d'autant plus depuis la loi santé de 2021, pardon. Donc, on en était sur les outils à la disposition de l'employeur justement pour mettre fin à des prolongations d'arrêt ou des arrêts répétés. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés, surtout qu'on a eu beaucoup de nouveautés dans le domaine. Donc la loi santé, la loi dite santé du 2 août 2021 est venue proposer pour les employeurs la possibilité d'organiser des rendez-vous de liaison avec les salariés qui auraient eu au moins 30 jours d'arrêt de travail de façon continue ou discontinue. L'intérêt des rendez-vous de liaison, c'est quoi? C'est vraiment parce que c'est une grande politique actuelle gouvernementale, c'est prévenir la désinsertion professionnelle, donc maintenir un lien avec le salarié. Donc soit l'employeur peut proposer ce rendez-vous de liaison après ces fameux 30 jours d'arrêt, soit le salarié lui-même peut en être à l'initiative. L'intérêt, c'est vraiment d'informer le salarié qui peut bénéficier d'actions, que ce soit en termes de formation, pour pouvoir l'aider pour la suite. C'est d'autant plus important si c'est un salarié qui ne pourra pas reprendre à son poste de travail et que pendant cette période-là, il peut être intéressant de lui faire suivre des formations pour pouvoir justement continuer après sa consolidation. Le salarié peut évidemment, lui, refuser le rendez-vous de liaison qui est proposé à l'initiative de l'employeur. En revanche, l'employeur, lui, ne peut pas
refuser un rendez-vous qui serait proposé par le salarié, il doit lui proposer, en fonction de son état de santé, un rendez-vous soit en présentiel, soit en distanciel. Il doit répondre sous 15 jours et il doit informer également la médecine du travail 8 jours avant la date du rendez-vous positionné pour que la médecine du travail puisse préparer des documents qui pourraient être intéressants et des solutions à proposer aux salariés et évidemment participer à ce rendez-vous. Donc, on a ce premier dispositif qui a été posé et qui permet de… Et en pratique, c'est beaucoup utilisé par tes clients? Non, pas tant que ça. De la méconnaissance. Ouais. Beaucoup de méconnaissances, même si aujourd'hui les services de santé qui ont maintenant le P de prévention font de la communication, on en voit encore très peu. Ce qui est dommage, notamment en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, quand on sait qu'il y a des séquelles avérées importantes et que le salarié pourra pas reprendre à son poste, c'est dommage de pas utiliser beaucoup plus ce dispositif. D'accord. Ouais, j'ai pas de retour non plus. Non, très peu. J'ai été sollicitée mais on a pas mal de salariés qui ont refusé aussi dans les cas de figure que j'ai pu rencontrer. Donc ça, c'est le rendez-vous de liaison. On a aussi un autre dispositif qui est intéressant et que la loi santé, alors n'a pas créé puisque ça existait déjà, la visite de pré-reprise, mais a permis cette fois-ci aux médecins du travail de la proposer. La visite de pré-reprise, c'est quoi? Alors elle ne dispense pas d'une visite de reprise, mais elle va permettre soit l'initiative du médecin traitant du salarié, du médecin conseil de la CPAM ou maintenant du médecin du travail, d'organiser la reprise du salarié. Vous avez, si on prend un cas de figure d'un salarié qui revient après une longue maladie, qui va reprendre, mais à mi-temps thérapeutique, c'est ce qui va être préconisé par son médecin traitant. Ça nécessite un aménagement du temps de travail, du poste de travail. Cette visite de pré-reprise va permettre à l'employeur, au salarié de s'organiser et de préparer au mieux le retour du salarié. Voilà pour les dispositifs en lien avec la médecine du travail. Et plutôt pour aider le salarié. Et plutôt pour aider le salarié à reprendre dans les meilleures conditions. Alors moi, souvent, on m'interroge parce que en fait, quand même, ce salarié, il exagère, il prolonge sans arrêt ses arrêts. Je suis sûre qu'il part en vacances, et donc là, on me dit mais quelle est ma solution? Parce que moi, je continue à maintenir son salaire. Et donc, il me semble qu'on peut lancer une contre-visite médicale, non, Julie? Alors, on parle de contre-visite médicale ou de contrôle médical employeur. C'est en effet une possibilité qui va être offerte à tout employeur qui maintient un salaire. L'idée est la suivante, la sécurité sociale peut contrôler un salarié parce qu'elle lui verse des IJSS, et de la même façon, un employeur peut faire contrôler un salarié parce qu'il lui verse un maintien de salaire. Donc, première règle, le maintien de salaire. Ça va être n'importe quel médecin généraliste. Alors, dans le public, c'est un peu différent parce qu'il faut que le médecin ait été autorisé, agréé au niveau de l'ordre des médecins. Mais on peut tout à fait contrôler un salarié, donc soit à domicile, soit au cabinet. Tout dépend de son régime de sortie. Ce qu'il est important de préciser, c'est que un salarié doit, on le rappelle, donner son adresse à laquelle il peut être visité à l'employeur. Et nous, on a de plus en plus de cas, parce que je me disais, la question peut tomber, du régime de sortie libre. Mais il faut savoir qu'un salarié, s'il est en sortie libre, il doit vous donner, en tant qu'employeur, 2 heures consécutives pendant lesquelles il peut être contrôlé. Donc, si vous lui en avez fait la demande, il doit vous l'indiquer et vous allez pouvoir soit le contrôler à domicile, soit le faire déplacer en cabinet. Par contre, nous, on a un point de vigilance et on a toujours tendance nous, ce qu'on veut, c'est réduire l'absentéisme de complaisance, mais maintenir un bon climat social. Ce que l'on préconise, c'est de bien établir les règles du contrôle médical. C'est-à-dire établir une note de service avec des critères de contrôle, si possible en lien avec les élus.
qui vont définir et qui va éviter qu'un salarié se sente ciblé parce que, comme on l'a dit, on n'appelle pas 15 fois un salarié en arrêt. Bah, c'est pareil, on contrôle pas 15 fois le même salarié. On pose des critères, par exemple les périodes de pont, les périodes de vacances scolaires, le deuxième arrêt consécutif. Ça peut être des dispositions à poser et au moins, et on s'en rend compte. Et là, c'est une petite préconisation à vous faire. C'est quand la note de service est publiée, qu'elle est signée par la direction et les élus du personnel, eh bien, automatiquement, on a une réduction de l'absentéisme de complaisance. Pourquoi ? Parce que les salariés trouvent ça moins sympathique de devoir passer leurs arrêts à la maison parce qu'ils peuvent avoir un contrôle que d'aller siroter un verre sur la plage. Donc voilà pour les contrôles. Au niveau des effets, j'effectue un contrôle, j'ai le droit de le faire, mais finalement, quel en est l'intérêt ? L'intérêt, ça va être soit l'arrêt est justifié et je vais pouvoir m'organiser et surtout que le médecin contrôleur va pouvoir dire des arrêts va y avoir prolongation, donc je sais en termes d'organisation qu'il va falloir que je prévoie le maintien du salarié en arrêt. Et d'un autre côté, ça va pouvoir me rassurer aussi, parce que nous, on a des employeurs qui nous appellent pour des contrôles médicaux, qui pensent que c'est pas justifié et qui d'un seul coup se rendent compte que le salarié a un vrai problème de santé, qu'il n'en a pas fait part et qu'il va y avoir une prolongation qui est à prévoir. Donc, ça va permettre aussi de recréer des fois de la confiance. Et puis, on a le cas de figure des personnes qui abusent, parce qu'on a des arrêts abusifs. Si le salarié n'est pas chez lui pendant ses horaires de travail, ou si on a un médecin qui dit l'arrêt n'est pas justifié, il doit y avoir une reprise à l'issue ou même l'arrêt n'est plus justifié, alors dans ce cas-là, l'employeur va pouvoir arrêter de verser le maintien de salaire, à compter évidemment a posteriori après l'arrêt. Donc en fait, le contrôle médical a quand même un intérêt et c'est une condition requise, c'est le maintien de salaire. Exactement. Voilà. Je ne peux pas demander un contrôle médical si je ne suis pas dans une période de maintien de salaire. Pareil, ça va être en lien avec la sécurité sociale puisque les choses avancent. La sécurité sociale va être automatiquement informée par l'employeur si l'arrêt n'est pas justifié ou s'il y a une reprise à l'issue ou si le salarié n'était pas présent à domicile. Et derrière, elle peut, soit si le médecin a estimé que l'arrêt n'était pas justifié, avec avis de son médecin, du service médical, elle peut arrêter le versement des IJSS. C'est encore rare, mais on peut en avoir. Ou alors, si le salarié n'était pas présent, que le contrôle n'a pas pu être effectué, elle va pouvoir le convoquer, le contrôler et éventuellement arrêter de lui verser les IJSS. Donc, ça a un effet quand même dissuasif, ce contrôle médical. Ça a un effet dissuasif, on a un vrai intérêt. Et puis, comme on le disait, à un moment, c'est un outil. Nous, on a tendance à dire attention, c'est comme la politique de prévention routière, c'est l'équivalent du radar sur la route, mais on ne peut pas faire que du contrôle. Faut aussi avoir une politique de prévention et bien gérer les ressources humaines si on ne veut pas avoir une détérioration du climat social. Mais c'est un outil parmi les autres. C'est pour ça que tu préconises la note de service. Exactement. Quand les conditions sont posées, c'est comme tout, c'est comme la charte informatique, c'est comme tout ce que vous préconisez de mettre en place. Ça permet de poser un cadre et au moins les gens sont informés et moins étonnés ou le prennent moins pour eux. Voilà pour les contrôles. On va avoir, comme tu le disais, un problème d'organisation, puisque ces arrêts qui se prolongent. On a eu la question tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'employeur si les arrêts se prolongent et que, à un moment, je veux agir? Est-ce que je vais avoir des moyens? Est-ce que la rupture conventionnelle est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, je vais revenir sur la rupture conventionnelle. Il est tout à fait possible de proposer à un salarié en arrêt de travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle d'ailleurs, de rompre le contrat de travail d'un commun accord avec le système de la rupture conventionnelle homologuée. Bon, sachant que ce mode de rupture coûte quand même
un peu cher, avec la contribution maintenant de 30% qui est due sur l'indemnité de rupture. Mais ça permet quand même de mettre fin en douceur à un contrat de travail et pour améliorer la gestion des absences des salariés. Ensuite, bien entendu, il y a le licenciement pour inaptitude, mais qui intervient là que en cas de visite médicale, de fin d'arrêt de travail et de constat d'inaptitude par le médecin du travail. Donc là, on va pas revenir sur ce sujet-là parce que en fait, le constat d'inaptitude, d'aptitude, etc. et ses conséquences doivent donner lieu, compte tenu de l'importance d'un deuxième webinaire, je pense. Mais en tout cas, sachez qu'il y a cette solution-là. Ensuite, il faut savoir que pour les ruptures qui peuvent être envisagées, en fait, il faut encore distinguer les arrêts de travail d'origine professionnelle et non professionnelle. Pour les salariés qui ont un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il est possible en fait de rompre leur contrat de travail pour motif personnel, motif économique, il y a pas de souci. Et il existe un licenciement pour désorganisation de l'entreprise, c'est-à-dire on peut licencier un salarié quand son absence prolongée ou ses absences répétées désorganisent l'entreprise et non pas seulement le service auquel il appartient, et qu'il est nécessaire de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée. Par exemple, s'il est impossible de le remplacer par des CDD ou qu'on a essayé de le remplacer par des CDD mais on ne trouve aucun candidat pour ce genre de choses. Bon, en pratique, ce type de motif est difficile à utiliser parce que il faut démontrer la désorganisation et très vite on se retrouve targué de licencier le salarié en raison de la maladie et donc pour discrimination. Donc il faut vraiment être fort sur ce motif pour l'employé. Et il faut aussi vérifier les conventions collectives qui souvent prévoient une protection contre ce type de licenciement, même pour les maladies d'origine non professionnelle. C'est ce qu'on appelle les garanties d'emploi. Cette garantie d'emploi peut couvrir par exemple toute la période de maintien de salaire par l'employeur. Donc c'est très important de vérifier la convention collective. Et comme je l'ai dit auparavant, si le salarié est en arrêt de travail d'origine professionnelle, il bénéficie d'une protection contre le licenciement. Et donc, je le répète, il y a 3 motifs. C'est possible le licenciement pour faute grave ou faute lourde. Donc là, on est tenu par le délai de prescription de 2 mois. Donc, en fait, ça concerne pas tellement les absences prolongées. On a l'impossibilité de maintenir le contrat, mais là encore, il est très difficile de démontrer l'impossibilité de maintenir le contrat qui soit pas lié à la santé. Et ensuite, l'inaptitude, c'est ce dont on a déjà parlé. Donc voilà, il est possible de mettre fin ou d'utiliser d'autres méthodes comme ce qu'on a vu, les outils, l'entretien de liaison. Essayer d'organiser une reprise en douceur. Et pour aller dans le sens de ce que tu disais, dans le sens de la question de tout à l'heure, qui nous parlait du fait que on a parlé de maintien de salaire avec un envoi du certificat médical sous 48 heures. Si un salarié régulièrement envoie trop tardivement son certificat médical, ça va aller dans le sens du licenciement pour des organisations du service. Ça va être un argument qui va pouvoir être posé pour, on va dire, avoir un dossier un peu plus étayé. Voilà pour notre point. Nous en avons terminé. Merci à tous pour votre participation et votre écoute. Et à très bientôt. Merci. Merci et bon appétit à tous. Au revoir. Merci, au revoir.